s'il fonctionne. Je ne sais pas si c'est nécessaire, je ne sais pas s'il fonctionne. L'espace Mendès France, Anne Perriot et Héloïse Morel de leur accueil toujours si chaleureux et de leur souhait que nous discutions d'un certain nombre d'objets qui nous occupent et dont on souhaite qu'ils puissent apparaître intéressants à d'autres que nous-mêmes. C'est quand même le but de notre travail. Je pense que, alors, depuis le départ, depuis qu'on réfléchit à ces journées, d'emblée, Anne et Louise ont insisté pour que l'histoire des sciences de l'homme ait sa place. Je reviendrai sur les dénominations de cet objet, là aussi complexe à saisir. Et donc, je pense qu'on leur doit de grands remerciements parce que l'espace Mendès France est peut-être un des premiers espaces qui a pris au sérieux une histoire des sciences de l'homme. Alors que c'est un domaine qui, étant donné, on va dire, le discrédit potentiellement porté sur les sciences de l'homme en général, s'est transféré sur l'histoire des sciences de l'homme. On peut dire qu'en gros, on est dans une situation où les sciences de l'homme étant interrogées quant à leur degré de scientificité ou même à leur potentielle scientificité, faire d'histoire des sciences de l'homme, c'est encore plus faire n'importe quoi à partir du moment où c'est s'intéresser à des savoirs dont on se demande bien pourquoi est-ce qu'on les appelle sciences. Je pousse un petit peu les choses, mais c'est quand même assez important de le rappeler à la base parce que je pense que ça reste quelque chose, une musique forte. Et j'en veux pour preuve, malgré tout, le fait que ça reste un domaine relativement marginal, y compris à l'échelle internationale, où finalement, dans les grandes institutions d'histoire des sciences, enfin grandes, tout ça étant un petit monde, Raphaël a eu raison de le rappeler, mais bon, importante, on va dire, à l'échelle internationale, l'histoire des sciences de l'homme avec très peu de place. Il s'avère qu'au Centre Coiris, ça a pris de la place à un certain moment et que ça en a conservé, et nous en sommes ravis. Mais qu'en tous les cas, ça reste un domaine relativement à la fois arpenté, mais précaire, peu reconnu, etc. Donc pour ça, je pense qu'on vous est beaucoup redevable de ça. Alors justement, je réfléchissais un peu à ces questions les jours derniers, et il se trouve que pour d'autres raisons, j'ai remis mon nez dans ce que certains considèrent comme une des premières histoires des sciences humaines, que sont Les mots et les choses, qui a pour sous-titre une archéologie des sciences humaines et qui était censé ouvrir une bibliothèque des sciences humaines qui existe depuis chez Gallimard. Et c'est très intéressant parce que tout un discours revient là-dessus en disant ben voilà, là on a une première prise en considération de ces sciences. Enfin, on les prend en considération, on les observe. Et si vous relisez le dernier chapitre des mots et des choses, vous vous rendrez compte que, de Michel Foucault, vous vous rendrez compte, je choisis à dessein un objet pour être fin au départ, j'aurais dû le préciser, on se rend compte que les sciences humaines, en fait, passent un assez mauvais quart d'heure dans ce chapitre et qu'elles sont réduites à peau de chagrin. Hein. En gros, les sciences humaines, ça devient juste la psychologie, ce qui pour un philosophe est déjà pas terrible, la sociologie, et ce qu'il appelle, en gros, étude des mythes ou étude de la littérature parfois. Et il en exauce toute une série d'autres domaines, d'autres approches, et en particulier les panthéons, qu'il appelle son panthéon, qu'il dénomme contre-sciences, que sont la psychanalyse, l'ethnologie et la linguistique. Et donc, ce n'est qu'une lecture peu attentive qui les a considérées dans le discours de Michel Foucault comme les bonnes sciences humaines, en gros, ce qu'elles ne sont jamais dans son texte. Tout ça pour dire que c'est un objet dont la considération et la légitimité est sans cesse interrogée, mais je pense que c'est pas mal, parce que finalement, ça oblige les chercheurs en sciences de l'homme en histoire des sciences de l'homme, à s'interroger toujours sur les pratiques, les lieux de production, les échanges, leur rapport avec les dites sciences de la nature, voire sciences dures, pour ceux qui utilisent ce vocabulaire, etc. Et que donc,
par ce biais, on est amené à être dans l'inconfort, dans une situation compliquée, par rapport à cet objet dont on ne sait pas trop comment le saisir. D'ailleurs, si on regarde les quelques revues qui existent, 1965 aux États-Unis, ce sont une association de psychiatres d'un côté et de psychanalystes de l'autre qui font un Journal of the History of the Behavioral Sciences. Donc on a les Behavioral Sciences qui continuent à exister aux États-Unis. Puis on a, à partir de la fin des années 80 en Grande-Bretagne, les Human Sciences avec le History of the Human Sciences. Et puis on a en France une société française pour l'histoire des sciences de l'homme, avec l'idée à la fois de reprendre pour une part le syntagme de l'époque, sciences de l'homme et de la société, et de l'autre côté l'idée d'avoir un terme très large qui inclut la conception des sciences de l'homme telle qu'elle pouvait exister au XVIIIe siècle. Et puis on a de nos jours, par exemple, aux Pays-Bas, History of Humanities, où là on redécoupe autre chose. À l'aune des humanités numériques, on se dit, tiens, il y a peut-être un objet nouveau, et on réinvente le passé à l'aune du contemporain le plus extrême. Alors pour en parler, je vais cesser de parler et laisser la parole à donc, nos trois invités. Clémentine Gutron, qui est chercheur au CNRS au Centre Coiré, Jacqueline Carrois, directrice d'études émérite à l'EHESS et donc également membre du Centre Coiré, et Isabelle Guarnet, chercheur au CNRS et membre du CURAP à Amiens. Et donc, voilà, je vais leur poser juste quelques questions pour qu'elles nous expliquent un peu comment est-ce qu'elles abordent ce champ, et l'idée étant que la diversité des approches soit mise en exergue. Alors d'abord, je vais vous demander si vous pouviez, dans un premier temps, présenter comment est-ce que vous êtes arrivé sur ce domaine, à enquêter sur ce domaine, et puis à partir de quel regard. Oui, bon, alors je vais commencer puisque je suis la plus âgée, voilà, on va dire comme ça. Non, c'est intéressant parce que moi j'ai effectivement participé à un moment de, je dirais pas de fondation, mais à un moment un peu flou, comme j'ai entendu le terme employé par Raphaël, et donc ce moment de fondation de la Société française pour l'histoire des sciences de l'homme. Hein, et qui avait fait très très vite d'ailleurs un partenariat avec l'espace Mendes France. Il y avait Claude Blancart, il y avait Nathalie Richard, j'ai participé à cela. Donc moi en fait, ma formation elle est au départ philosophe. Et ensuite j'ai bifurqué vers la psychologie. J'ai enseigné dans des départements de psychologie. Au fond, j'ai fait comme Foucault, parce qu'il ne faut pas oublier que... Enfin, je ne veux pas me comparer à Foucault, hein, loin de là, mais ce que je veux dire, c'est que... Non, je ne suis pas poitevine, absolument. Mais tu sais, je suis nivernaise presque, hein, donc ce n'est pas très loin. Non, mais blague mise à part, ce qui est intéressant, c'est que Foucault, il a été professeur de psychologie, hein, et il a fait des études de psychologie. Donc c'est une sorte de topos chez les historiens, les philosophes, que de critiquer la psychologie. Et à certains égards, je pense qu'à mes débuts, j'ai participé à cela. Je le dirais très, très franchement, je me sentais assez proche de Canguilhem, et petit à petit, j'ai pris mes distances. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que, en fait, ça n'avait pas beaucoup de sens de critiquer son objet et d'être, en quelque sorte, killer par rapport à son objet, mais au contraire, qu'il fallait plutôt essayer de le comprendre dans sa singularité et dans sa spécificité, au fond, de manière historienne, hein, on va dire ça. Donc, en fait, j'ai opéré une sorte de conversion progressive vers ce qu'on pourrait appeler une attitude historienne. Je pense que là, il doit y avoir d'autres personnes dans la Société française pour l'histoire des sciences de l'homme qui ont fait cela. Mais quand même, je me suis toujours intéressée à l'histoire du psychisme. Cette fois-ci, c'est plus l'histoire de la psychologie. Plus que l'histoire de la psychologie, ça a été un peu l'histoire du psychisme qui m'a intéressée de façon plus générale. Et puis, mais ça, on parlera ensuite, ce qui m'intéressait dans cette histoire, mais peut-être que je vais laisser la parole sur leur itinéraire à d'autres personnes. Qui ? Oui.
Alors moi, mon parcours est évidemment très différent, puisque pour résumer en 2 mots, il est celui d'une sociologue et politiste de formation venue à l'histoire des sciences sociales à partir donc de questionnements de sociologie politique. Alors, cela étant, donc l'histoire des sciences sociales n'était pas une préoccupation initiale dans mon parcours, mais il faut quand même préciser que ma formation à la fin des années 90 et dans les années 2000 s'inscrit dans un moment où en histoire des sciences, en sciences sociales, s'opère un regain d'intérêt pour les idées, les savoirs et les sciences. Donc en sociologie politique notamment, le questionnaire sur des objets aussi centraux que l'État, l'État moderne, ou les partis politiques, les mouvements sociaux, est redéfini, reformulé en s'ouvrant à la sociologie des sciences et à l'histoire des sciences. Donc mon parcours s'inscrit un peu dans cette dynamique d'ouverture de la sociologie politique, de la science politique, vers la sociologie des sciences. Et puis, en quelques mots, donc mes recherches ont porté sur les rapports entre sciences sociales et politiques au XXe siècle. Donc, ma démarche vise à retravailler cette question et pour cela à analyser comment a été actualisée, redéfinie, reformulée la vocation politique des sciences sociales françaises, qui s'était donc au début du XXe siècle institutionnalisées et à ce moment-là se sont inscrites dans l'héritage des Lumières. Et donc ont eu partie liée depuis le début du XXe siècle avec l'idéologie républicaine et donc avec tout un projet d'émancipation par le savoir, une quête de justice et de démocratie. Et bon, j'ai encore un peu quelques minutes. Donc pour travailler cette question, j'ai choisi 2 entrées. La première, c'est l'histoire du marxisme. Donc le marxisme a été, à partir des années 1930, dans les sciences sociales françaises, une des principales reformulations du projet émancipateur des sciences sociales universitaires qui avait d'abord été porté par le groupe durkheimien. Donc les sciences sociales françaises se caractérisent par un ancrage durable du marxisme, au moins jusque dans les années 70-80, même si le marxisme n'a jamais été hégémonique, mais des domaines de recherche entiers, comme la sociologie du travail, la sociologie des classes populaires, même l'histoire des techniques, se sont construits en référence à la pensée de Marx. Or, le marxisme relève évidemment d'une double histoire, une histoire intellectuelle qui est celle des usages qui ont été faits de la pensée de Marx, des lectures qui ont été faites dans les sciences sociales, mais aussi d'une histoire politique, qui est en gros l'histoire du communisme, puisque le communisme s'est imposé comme le principal pôle de la pensée marxiste au XXe siècle. Et que... en France, à partir des années 1930, le communisme a su attirer de nombreux intellectuels. Et donc, en sciences sociales, il faut bien sûr citer les noms de Jean-Pierre Vernant, l'anthropologue Maurice Godelier, le sociologue Georges Friedman ou encore Edgar Morin, et il y en a bien d'autres. Donc voilà, c'est ce double système d'interaction et de contraintes politique et savant que j'ai essayé de restituer pour comprendre ce qu'a été la tradition marxiste en sciences sociales, les innovations intellectuelles qu'elle a pu introduire, mais aussi les contradictions, bien sûr, dans lesquelles elle a été prise. Et puis la seconde entrée que j'aborde pour saisir cette question du rapport entre sciences sociales et politiques au XXe siècle, c'est donc la période de la Seconde Guerre mondiale et du régime de Vichy, qui est donc un moment de mise en cause radicale des sciences sociales françaises, qui sont donc perçues alors comme des sciences qui sont perçues et dénoncées par le régime de Vichy, la pensée conservatrice, comme des sciences de gauche, comme des sciences juives aussi, et en tout cas comme des sciences républicaines. Et donc il y a toute une série de mesures qui sont prises contre ces sciences sociales dites républicaines. Et en revanche, le régime de Vichy a cherché à promouvoir un projet de réorientation des sciences sociales sous la houlette de la biologie et de la médecine pour servir l'ordre moral qu'il souhaitait. Donc, sur cette période-là, les travaux ont déjà été menés et la question de recherche qui prédomine est qu'est-ce que l'expérience de la guerre et de la lutte contre le fascisme a fait aux sciences sociales en France. Est-ce que la guerre est une simple parenthèse dans l'histoire des sciences sociales dont la page se tourne en 1945, ou bien est-ce que cet événement a entraîné des reconfigurations durables dans les sciences sociales? Merci, bonjour à tous et vraiment merci de cette invitation à l'espace Pierre Mendès France que je ne connaissais pas, mais que j'espère fréquenter dans les 30 prochaines années. Et donc rendez-vous pour les 60 ans
date est prise. Je vais d'abord commencer par vous présenter brièvement les thèmes peut-être sur lesquels je travaille. Moi, donc je m'intéresse au savoir archéologique dans 2 directions principales. La première, c'est une histoire de la science archéologique, Raphaël, c'est-à-dire de la discipline. Et puis, en parallèle de cet intérêt pour un savoir savant, académique, il y a également une partie de mes recherches qui se concentre sur les savoirs non savants, sur les connaissances ordinaires et locales qu'on peut avoir sur les vestiges, sur les ruines. Et je travaille plus particulièrement sur le Maghreb. Donc c'est au sein de cette ère culturelle que je pose ces 2 volets de questionnement. Et en parallèle de cette activité, je m'intéresse également au lien entre diplomatie et archéologie. Et donc là, je travaille sur la commission des fouilles du ministère français des Affaires étrangères qui gère environ 160 missions réparties de par le monde. Et du coup, ça me permet d'interroger l'histoire des fouilles mondiales de la France, si on peut dire, sur la longue période, d'autant que j'ai eu la chance d'être chargée de mission au sein de ce ministère et du service qui s'occupe de la gestion de ces missions, et donc ça permet d'apporter un matériau un peu inespéré de l'intérieur et donc de travailler en cela à une sorte d'ethnographie du fonctionnement quotidien de la politique archéologique française à l'étranger. Alors, comment j'en suis arrivée à travailler sur ces questions ? Je dois dire que j'ai pris pas mal de chemins de traverse et que c'est finalement très récemment que je me situe comme historienne des sciences et des savoirs, puisque j'ai une double formation en histoire et en ethnologie. Et après, en langue arabe également, j'ai eu la chance de faire mon doctorat en Tunisie, dans un des instituts français sous la tutelle du CNRS et du ministère des Affaires étrangères qui était basé à Tunis. Et avec l'idée au départ de travailler sur la thématique colonisation, savoir, science, et avec au départ un intérêt plus marqué sur la colonisation. Et donc, de fait, un intérêt plus grand sur l'histoire du Maghreb, de cette ère culturelle, etc. Et puis, au fur et à mesure des enquêtes, c'est davantage le côté savoir qui m'a intéressée plutôt que celui des singularités ou des spécificités d'une ère culturelle donnée. Et du coup, c'est vraiment sur ce volet histoire des savoirs, de comment se construisent les savoirs archéologiques en l'occurrence, qui m'a guidée, enfin qui a servi d'orientation à la suite de mon parcours. Donc comme ça, je me suis retrouvée au centre Alexandre Coiré. Voilà, merci. Merci. Alors sinon, je voulais vous demander un peu comment est-ce que vous voyez déjà l'évolution de ce domaine, c'est-à-dire comment est-ce que, là on a vu que vous aviez des objets assez divers, et est-ce que vous pourriez nous dire en 2-3 mots comment est-ce que vous voyez les choses et comment il s'avère que viennent se croiser des gens qui ont des formations aussi diverses que les vôtres, qui viennent de la philosophie, tu as dit de l'ethnologie, de l'histoire, des sciences politiques, etc. Comment est-ce que vous voyez les transformations qui ont pu avoir lieu depuis 30 ans, puisque c'est l'échelle Mendès France? Oui, alors moi je répondrais peut-être par rapport à ce que je connais le mieux quand même. Hein. Ce qui me paraît très important dans l'histoire des savoirs psy et de la psychiatrie, de la psychologie, etc., c'est cette idée qu'au fond, ces savoirs sont liés aux acteurs qui en font des théories sur le psychisme. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de psychologie
sans sujet psychologique, sujet au sens pas du tout, pas vraiment philosophique, mais qui ne fasse des théories là-dessus. Alors je crois qu'il y a un livre, moi, qui m'a très frappé ces temps-ci, c'est le livre de Hervé Guillemin, sur la schizophrénie et les schizophrènes. Alors en fait, je trouve ça extrêmement intéressant que de faire une histoire non pas de la schizophrénie, mais des schizophrènes à partir d'archives d'hôpitaux et de voir qu'est-ce que disent les schizophrènes, qu'est-ce que disent les familles, c'est-à-dire une histoire aussi qu'on pourrait appeler par en bas, hein. Bon, même si ce terme peut être critiqué, c'est quand même un terme intéressant. Et l'histoire des patients, au fond. Et on pourrait dire aussi, par exemple, récemment un livre que moi j'ai trouvé tout à fait intéressant sur la psychologie expérimentale. Donc, c'est un livre qui partait d'expériences de psychologie expérimentale et qui montre que c'est pas l'homme dont on parle, c'est les étudiants de psychologie, pour le dire un peu schématiquement, bien sûr, hein. Mais je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire cette interaction entre théorie et savoir sur le psychisme. C'est jamais les psychologues qui font eux-mêmes seulement des théories sur le psychisme, ni d'ailleurs les psychiatres. Et c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup, le livre de Hervé Guillemin. Et voilà. Hein. Donc j'ai donné un peu 2 exemples, parce que sinon, bon, on va un peu... Et donc tu considérerais que ça fait partie des transformations récentes de... Oui, pardon. Donc tu considérais que ça fait partie des transformations récentes, y compris dans cet espace de l'histoire des sciences du psychisme? Oui, je pense. Enfin, même si c'est pas récent, hein, tu vois. Mais est-ce que tu pourrais revenir juste sur un point, c'est par rapport à cet espace, ce sous-espace de l'histoire des sciences de l'homme, qui est l'histoire des sciences du psychisme, dont on voit qu'il est inséparable aussi de l'histoire de la médecine. Oui, bien sûr. Hein, non, j'en fais pas du tout une discipline en tunnel, hein, bien sûr. Justement, et j'aimerais que tu reviennes là-dessus, parce que vous avez cette expression souvent qui est de dire, nous on travaille sur les savoirs psy. Est-ce que tu peux revenir, comment est-ce que vous êtes arrivé à cette... Alors, c'est pas une expression très satisfaisante. C'est une expression qui est utilisée couramment. Hein. Donc, on reprend, je dirais, par rapport tu vois, les psys, tu vois, hein, on dit les psys, etc. Donc, on le reprend, je dirais, à partir de savoirs plus ou moins vulgarisés. Et ça nous paraît être la moins mauvaise expression. Hein. Je ne dis pas qu'elle est très bonne, mais elle permet d'une part de ne pas dire qu'il y a, de ne pas affirmer a priori qu'il y a une science psychologique, et par ailleurs qu'il y a quand même des savoirs, et que ces savoirs sont liés tout de même à des savoirs courants. Hein. Je te donne un exemple, tu vas dans une librairie et tu regardes le rayon psychologie, tu seras très étonné de voir ce qui est appelé psychologie dans une librairie. Hein. Il y a de la parapsychologie, il y a enfin plein de choses. Hein. Il y a des livres de développement personnel, tout ça. Donc je pense qu'il faut aussi prendre en compte, il faudrait aussi prendre en compte cela. Et aussi dans un travail historien, parce que moi je travaille beaucoup sur le 19e et il y avait aussi ça. Hein. Merci. Isabelle, est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ces questions en thématisant notamment tes objets singuliers? À la fois, tu disais ton approche par les sciences politiques, mais aussi par le biais du marxisme, tout le rapport à l'Union soviétique, voire à la Russie, etc. Et comment... Voilà, donc je ne réponds pas à la première question que tu as posée. Non, l'évolution du domaine. Tu y réponds, mais si tu pouvais nous expliquer en quoi ça peut s'articuler, ou comment ça s'articule et en quoi c'est un lieu intéressant pour ça nous intéresserait. Alors, peut-être pour compléter le premier élément de ma réponse à la première question, donc l'histoire des sciences sociales n'était pas une préoccupation initiale, mais en fait j'ai quand même très vite croisé l'histoire des sciences sociales et notamment peut-être il faut insister sur le fait que ma génération a quand même bénéficié de tout le renouveau qui s'était, Jacqueline n'en a pas parlé, mais tout le renouveau qui s'était opéré autour de l'histoire des sciences sociales depuis au moins les années 1970, hein, pour sortir d'une histoire présentéiste qui donc visait surtout à
construire des généalogies intellectuelles pour arriver jusqu'au courant ou aux auteurs du présent et pour légitimer comme l'aboutissement de toute une tradition intellectuelle. Donc vraiment, je crois qu'on a quand même bénéficié sans vraiment s'en rendre compte, mais bon, quand même, là, c'est peut-être le lieu de rendre hommage à tout ce travail-là qui a été mené depuis les années 70 pour sortir de cette histoire-mémoire. Et je crois que toutes les réflexions méthodologiques qui avaient été menées ont un peu fonctionné comme un garde-fou dans les recherches qui ont été menées récemment, au moins comme une injonction à se méfier des récits disciplinaires dans lesquels on avait bien sûr été formés et qui faisaient partie de notre socialisation intellectuelle. Alors peut-être pour répondre à ta question, je dirais que il y a peut-être trois démarches ou trois dynamiques de l'histoire des sciences sociales qui ont été importantes pour moi pour sortir de cette familiarité excessive qu'a tout chercheur qui travaille sur l'histoire de sa propre science. Donc la première était de rompre avec une approche centrée sur les grands auteurs, sur ce qu'on appelait les pères fondateurs, sur leurs idées, leurs œuvres, et pour cela de renverser un peu la perspective de recherche en interrogeant plutôt les conditions de production du canon, c'est-à-dire comment devient-on un auteur canonique en sciences sociales, comment devient-on est-on considéré comme un des pères fondateurs d'une science sociale. Donc moi, c'est ce que j'ai essayé de faire à partir pour Marx. Cela avait été déjà fait pour Durkheim, ça avait été fait également pour Max Weber en sociologie. Et donc j'ai essayé de faire la même chose pour Marx en montrant comment, alors qu'il était complètement ignoré et même rejeté par les premières générations de sociologues français au début du XXe siècle, il a pu devenir, en quelques années, dans les années 30, une référence majeure et même être considéré comme l'horizon du renouveau des sciences sociales françaises dans les années 1930. Et ce renversement de la vision de Marx a été possible grâce à tout le travail de relecture qu'ont mené des intellectuels communistes ou proches du Parti communiste français dans les années 30, et donc et aux stratégies de légitimation académique qu'ils ont déployées dans ces années-là. La seconde dynamique qui me paraissait aussi importante, ça a été la mise en question de ce qu'on appelle donc le nationalisme méthodologique, avec le développement depuis au moins une vingtaine d'années de l'histoire transnationale ou croisée. Donc elle permettait de sortir d'une histoire quand même très centrée auparavant sur l'Occident et d'interroger donc les circulations avec des espaces géographiques qui étaient auparavant considérés comme périphériques dans l'histoire des sciences. Et donc dans mon cas, travailler sur les intellectuels et les intellectuels français et le communisme, c'était bien sûr travailler sur des intellectuels tournés vers l'Union soviétique, tournés vers l'Est, en contact donc avec les savants soviétiques et bien sûr très attentifs à toutes les innovations que pouvait introduire la science soviétique. Et donc, en fait, je ne pouvais être que frappée par le contraste entre, d'un côté, le très vif intérêt qu'avait suscité dans les années 1930 la science soviétique, la science marxiste soviétique, et de l'autre côté, l'oubli en fait de la science soviétique dans l'histoire des sciences au XXe siècle. Bon, la science soviétique était désormais, dans le contexte post-89, évidemment, considérée comme une science complètement idéologisée, complètement soumise au pouvoir et donc pas véritablement comme une science. Et puis la dernière dynamique, si j'ai encore 2 minutes ou une minute, elle était de rompre avec la focale disciplinaire pour interroger l'interdisciplinarité, mais là j'en parle, Wolf aurait beaucoup plus de choses à dire là-dessus, mais c'est quand même une réflexion qui m'a paru aussi importante et qui s'est développée et qui visait donc à comprendre comment les sciences sociales ont été travaillées et même hantées par la question de l'interdisciplinarité, notamment celle de l'articulation entre sciences sociales et sciences de la nature. Donc il me semble que c'est tout l'intérêt du dernier ouvrage de Paul-André Rosenthal, Destin de l'eugénisme, de souligner combien cette coupure entre sciences sociales et sciences de la nature est en fait extrêmement récente. Il la date, lui, des années 1960 et du combat de la sociologie de Bourdieu contre toute forme de biologisation du social. Mais en même temps, Rosenthal souligne comment cette coupure opérée donc par la sociologie bourdieusienne a laissé en fait dans l'ombre bien des adhérences que les sciences sociales ont entretenu avec les sciences de la nature, avec la pensée eugéniste, même après la Seconde Guerre mondiale. Et donc je crois que là, il contribue à réouvrir un chantier de recherche sur les interactions des sciences sociales avec les idéologies et les pratiques politiques, alors républicaines, socialistes et bien sûr communistes, autour d'une même volonté de
maîtriser le destin des hommes, hein, de gouverner les populations par le recours aux sciences biologiques, psychologiques et aussi sociologiques. Merci. Alors je vais recentrer sur mon domaine plus particulier d'études. Donc s'agissant de l'histoire, de l'archéologie ou des savoirs archéologiques, je pense que ce n'est pas du tout une spécificité du cas en question, mais comme beaucoup d'autres disciplines ou savoirs, les histoires ont d'abord et sont encore très largement écrites par des gens du domaine. Je suis désolée, je suis un peu embouée. Et donc, ce sont essentiellement des archéologues ou des préhistoriens qui font leur auto-histoire, ce qui pose quand même pas mal de problèmes en termes de épistémologique ou historiographique sur le caractère distancié, etc., du rapport à l'objet. Et, tu rejoins la question des généalogies. Exactement, oui, tout à fait, d'une histoire un peu... d'une apologie, une histoire mémoire, effectivement. Et puis, en l'occurrence, on aboutit à un résultat qui est le plus souvent celui d'une histoire encore très événementielle, institutionnelle, et puis assez réduite dans ses ambitions, genre un catalogue, une histoire des fouilles, enfin un historique plutôt des fouilles, sans grande plus-value. Là, donc ça, c'est un peu limité. On est très peu finalement à être des historiens contemporanéistes ou modernistes à s'intéresser à l'histoire de l'archéologie. Je crois qu'en dehors de Nathalie Richard, dont il était question, qui est donc, historienne contemporaniste, s'étant intéressée au savoir préhistorique et moi, je crois que dans le paysage institutionnel, voilà, il n'y a pas vraiment d'autres chercheurs, et ça relève aussi du fait, je pense, de certains blocages peut-être académiques ou de heurts disciplinaires, puisque on est disqualifié au départ auprès des archéologues, donc de la communauté savante observée, de par notre statut, c'est-à-dire comment, en gros, et quelle est la légitimité d'un non-archéologue de parler ou de faire l'histoire de l'archéologie à laquelle il ne maîtrise rien. Donc ça a des conséquences assez concrètes, et je veux dire, ça peut mettre des obstacles sérieux en termes de conduite d'enquête, puisqu'il y a de l'accès à la documentation, que ce soit des entretiens ou des archives qui sont verrouillés du fait de notre extériorité par rapport au champ. Voilà. Autre chose ? Oui, juste, est-ce que tu pourrais revenir, parce que tu n'es pas seulement, tu as dit j'ai une formation d'ethnologue d'un côté, j'ai une formation d'historienne de l'autre, mais venant aussi des études arabes, tu viens aussi du monde des aires culturelles, c'est-à-dire une certaine manière de découper les objets, de les appréhender, peut-être de manière isolée, ou avec d'autres généalogies. C'est pas la généalogie des archéologues, mais c'est la généalogie des arabisants, et c'est peut-être pas mieux, ou pas pire, j'en sais rien, c'est pas à moi de juger, mais en tout cas avec des contraintes dans le regard sur ces sociétés, l'appréhension de l'archéologie, la politique de l'archéologie, etc., qui fait aussi, à mon avis, l'intérêt du type de travail que tu mènes. Est-ce que tu pourrais expliciter juste un peu ça ? Oui, merci Wolf. Donc, effectivement, cette position de départ, moi, là, j'ai l'impression d'être vraiment à un moment charnière, c'est-à-dire que je prends le large par rapport à cette étiquette ère culturelle, puisque je me rends bien compte, et ça, c'est à la fois le terrain et les rencontres qui m'en font prendre conscience que c'est finalement peut-être pas le meilleur prisme pour m'intéresser
au savoir archéologique. Donc, voilà, ère culturelle, oui, spécialiste du Maghreb, en effet, mais je crois que ce que je recherche le plus pour le moment, c'est un certain dépaysement ou un pas de côté, voire vers de nouveaux horizons, parce que ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est d'étudier le rapport au passé, enfin plus précisément aux traces matérielles du passé, quel que soit finalement le contexte dans lequel ça se produit, et aussi quelles que soient les époques. Donc là, je fais une double révolution, parce que je me limiterai plus, je pense, à la période, à l'étude de la période contemporaine. Je me rends compte que tout ce qui est fouilles vernaculaires, etc., rapport aux ruines, ça n'a bien sûr pas commencé avec l'institutionnalisation de la discipline archéologique, et c'est cette orientation de recherche qui m'intéresse aussi d'aborder, essayer de voir quelles formes ont pu prendre selon des altérités historiques différentes. Voilà, ces pratiques sur le fait de entreprendre des fouilles, chercher un objet du passé, quel statut avait un vestige à telle et telle époque, même très reculé, et un peu partout. Donc c'est cette idée d'interroger le rapport aux ruines à différentes époques et dans différents contextes qui devient ma priorité de recherche. Voilà. Merci beaucoup. Alors justement, ça fait bien la transition avec une question que je voulais vous poser à toutes les trois, qui est un peu de prospective, de réflexion, puisque on a l'occasion nous est donnée de penser aux 30 ans en avant et pas seulement aux 30 ans écoulés. Qu'est-ce que vous voyez comme objet, approche, type d'espace à investiguer? Quelles entreprises collectives aussi pourraient être imaginées pour ce champ dont on pourrait aussi questionner le périmètre, et peut-être que vous pouvez en parler, en toucher un petit mot, parce que on en a une appréhension quand même relativement extensive, c'est-à-dire qu'a priori, je crois qu'on est assez d'accord là-dessus, on ne forge pas de barrière a priori entre sciences de l'homme et ce qui serait son extérieur. J'ai un peu de mal à te répondre pour la prospective, tout simplement parce que moi, j'appartiens plus au passé, si j'ose dire. Moi, ce qui m'a toujours frappé quand même, et ça, c'est un point important, c'est qu'on a été toujours requis de parler du présent. Tu vois, donc il y a une espèce de contradiction, et ça, vous ne l'avez pas perçu parce que vous êtes dans la recherche, vous. C'est-à-dire que moi, j'ai été prof d'université et on m'a demandé à chaque fois, la demande était dites-nous, mais en quoi ça intéresse le présent, ce que vous faites. Et ça, c'est un problème extrêmement important parce que je crois que ça va continuer, c'est pas dans la prospective. C'est-à-dire, si tu veux, tu es chercheur CNRS. Hein, ça va bien, tu peux faire ce que tu veux, mais si tu es prof d'université ou maître de conf, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que tu dois répondre. Et si tu es dans une conférence, moi je le vois bien parce que j'ai abordé un thème dans mes recherches récentes qui est le rêve. Et du coup, quand je suis dans une conférence, à chaque fois, les questions qui me sont demandées, c'est vraiment qu'en est-il du rêve aujourd'hui et qu'en est-il de mes rêves? Hein, souvent, très souvent, pas toujours, je schématise pas, mais ce qui me paraît vraiment important, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est dans cette contradiction qui n'est pas en train de s'éteindre, puisque maintenant, il y a les gens sont requis avec les sciences cognitives, d'avoir des regards rétrospectifs, etc. Donc, je voudrais dire aussi, essayons de réfléchir à ça, parce que ça me paraît vraiment, vraiment important. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne aux gens, est-ce qu'on donne aux étudiants le goût de l'ailleurs, de l'exotisme, de l'altérité? Mais c'est pas très facile, parce que c'est pas le sens. Moi, ce qui me paraît, c'est que c'est pas le sens actuellement de ce qui est fait. Hein. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais en tous les cas, moi, je vois une contradiction, mais vraiment très importante là. Hein. Enfin, en tout cas, un problème, un hiatus qui n'est pas facile à résoudre. Je tiens toujours pour l'histoire du
fait qu'il faut étudier le passé comme passé, c'est pas le problème, mais on a des requis sociaux et des requis qui sont différents selon les places qu'on tient. Merci. Isabelle. Ma réponse va aller un peu dans le même sens, hein, parce qu'en fait, ce que tu disais en introduction, quoi, on observe la situation de l'histoire des sciences de l'homme aujourd'hui est un peu paradoxale, puisque d'un côté, on a quand même un foisonnement des recherches dans l'histoire de toute une série de disciplines qui se rattachent à l'histoire des sciences de l'homme. Il y a un intérêt croissant, en tout cas bien réel, pour l'histoire des sciences de l'homme, moi, que je le vois en sociologie et en sciences politiques. C'est une thématique de recherche qui suscite un réel intérêt. Et en même temps, l'histoire des sciences de l'homme reste caractérisée par ce que tu disais au début, une fragilité institutionnelle, hein, même si des lieux de dialogue et d'échange existent, hein, comme la revue d'histoire des sciences humaines dont on parlera tout à l'heure, je crois, ou la Société française d'histoire des sciences de l'homme, l'histoire des sciences de l'homme reste quand même un domaine de recherche éclaté. Alors peut-être qu'il faudrait essayer d'abord de comprendre comment on en est arrivé là, quoi, parce que il me semble qu'en fait le développement de l'histoire des sciences de l'homme s'est inscrit dans une double dynamique. Il y a d'abord eu elle a d'abord été portée par des efforts communs pour rompre avec tout ce qu'on vient de dire, hein, l'histoire mémoire, l'histoire présentéiste. Et je crois qu'il y a eu dans ces années, alors 80, 90, je ne sais pas, il faut peut-être rediscuter, mais une sorte de coalition de chercheurs qui venaient d'horizons très divers, de la psychologie, de la philosophie, de l'histoire, de la sociologie, de la science politique, pour ensemble discuter. Il y avait en tout cas une convergence dans les problématiques pour construire une histoire des sciences de l'homme qui sorte donc de cette histoire présentéiste. Mais pour autant, alors on en discutera peut-être, hein, je ne crois pas que ce mouvement de convergence ou de coalition a abouti à définir un véritable programme de recherche unifié, articulé, auquel tout le monde se serait rallié, quoi. Et donc les approches restent diversifiées et il y a encore débat sur le mode de contextualisation que doit déployer l'histoire des sciences de l'homme et les registres d'explication ou de description qu'elle doit avoir. Et donc cette dispersion tient aussi peut-être à la seconde dynamique dans laquelle s'est déployée l'histoire des sciences de l'homme, qui a été donc ce qu'on a sans doute appelé un peu rapidement, hein, le tournant réflexif des sciences sociales. Donc depuis les années 90, hein, s'est imposé en sciences sociales, en tout cas je le vois en sociologie, en sciences politiques, mais je pense que c'est pareil en histoire et ailleurs, hein, une injonction ou un mot d'ordre à la réflexivité. Donc tout chercheur se doit de réfléchir et de questionner l'historicité de ses objets d'étude, de ses méthodes, et même doit questionner sa position de chercheur par rapport à son objet étudié. Or, dans ce moment réflexif, hein, des années 90 et jusqu'à aujourd'hui, l'histoire des sciences sociales s'est vue attribuer un rôle tout à fait spécifique, hein, un rôle qui, auparavant, alors là, peut-être que tu pourras en parler, était plutôt joué de l'extérieur, hein, par la philosophie ou l'épistémologie historique. Là, c'est à l'histoire des sciences sociales, hein, qu'on a demandé de reprendre ce rôle joué par la philosophie pour, alors ce que nous on dit en sociologie, pour reprendre l'expression de Bourdieu, hein, de mettre à jour l'inconscient des sciences sociales, c'est-à-dire de questionner les présupposés, les schèmes de pensée dont nous héritons, à la façon dont les problèmes en sciences sociales ont été formulés, pourquoi d'autres ont été exclus, etc. Et ce moment réflexif a donc contribué à relancer l'intérêt pour l'histoire des sciences de l'homme, ça c'est plutôt positif, mais a aussi contribué, et c'est sans doute positif aussi, à connecter l'histoire des sciences de l'homme avec les débats actuels, hein, des sciences sociales. Hein, mais alors, ça rejoint un certain présentéisme, évidemment, de façon complètement différente. Et en tout cas, donc, ça a quand même contribué, je crois, à réinscrire l'histoire des sciences de l'homme dans des logiques et des espaces disciplinaires, hein, puisque ces débats sur les sciences sociales sont quand même aujourd'hui, vu la structuration de l'espace des sciences sociales, marquée par des logiques disciplinaires, et donc à réinscrire l'histoire des sciences sociales dans des espaces relativement cloisonnés. Et alors, bien sûr, ça finir là-dessus, parce que ça rejoint ce que disait Jacqueline, hein, ce présentéisme révisé, en fait, fait l'objet, je crois, d'un débat latent que peut-être qu'on devrait rediscuter vraiment collectivement, parce que je crois qu'il est souvent, il n'est pas vraiment abordé de front, hein, puisque la question depuis a été de savoir si l'histoire des sciences de l'homme est une histoire comme une autre, hein, et dans ce cas, est-ce qu'elle ne risque pas de s'enfermer sur elle-même, hein, dans une histoire d'érudit, ou bien est-ce que l'histoire des sciences de l'homme a une autre finalité, donc celle, ce que je disais, hein, d'expliquer, de déconstruire
les façons de penser dont on hérite, donc de fournir les instruments d'une réflexivité en sciences sociales, et dans ce cas-là, comment articuler l'histoire des sciences sociales avec les débats actuels, sans évidemment retomber dans les formes d'instrumentalisation qui ont été critiquées auparavant. Et alors moi, je rejoins ce qu'il disait, je crois que c'est évidemment urgent de réouvrir ce débat, notamment dans la conjoncture intellectuelle actuelle, qui est quand même marquée par un air du temps plutôt relativiste, et aussi par, en tout cas je vois ça, alors ça c'est le point de vue de la sociologie et de la science politique, en tout cas un air du temps qui est aussi marqué par une montée des critiques contre les sciences sociales. Hein. Bon, il y a quelques années, Bernard Lahire, qui est quand même un sociologue important aujourd'hui, voilà, avait pris le temps d'écrire un ouvrage qui s'intitulait « Pour la sociologie et pour en finir avec une culture de l'excuse », donc était un ouvrage d'intervention, de riposte, hein, pour défendre les sciences sociales. Donc les sciences sociales ont quand même le sentiment d'être dans une position fragilisée, et donc sur une position de repli et de défense, et donc de reposer la question de à quoi sert l'histoire des sciences sociales dans une telle conjoncture me semble un débat à réouvrir. Voilà. Merci beaucoup. Clémentine. Oui, alors en se tournant vers l'avenir, là, puisque c'était le thème de la question de Wolf, moi, ce qui me paraîtrait intéressant, ce serait peut-être de repenser les rapports entre les historiens des sciences et des savoirs et les communautés savantes étudiées. Je m'explique là aussi, et ça repose sur de l'expérience, mais en fait, le fait d'avoir été membre d'une mission archéologique, alors que je ne suis pas archéologue, ou d'avoir été associé à un programme de recherche qui réunit des historiens, des archéologues, mais aussi des géologues, etc. Je me rends vraiment compte que on passe, enfin pour moi, ces personnes sont passées d'un statut d'objet d'étude à celui au départ je pensais à l'expression partenaire intellectuel, mais après ce qu'a dit Anne tout à l'heure, j'emploierais plutôt le mot de compagnon d'une aventure intellectuelle que je pense extrêmement stimulante, parce que elle a des implications, elle est doublement intéressante, parce que voilà, il y a des implications réciproques. Moi, je vois que en étant associée dans ces collectifs, ça me fait repenser ou reconsidérer mon rapport à la discipline historienne. En l'occurrence, en fréquentant des archéologues, j'ai une attention plus marquée pour ce qui relève de la matérialité, ou par exemple sur la longue durée, ou une pensée stratifiée qui je sens commence à m'habiter un peu. Et puis réciproquement, je vois que ma présence sur un chantier de fouilles ou dans ce type de groupe pluridisciplinaire a également une certaine répercussion, même peut-être modeste, mais sur la représentation que ces archéologues ou autres scientifiques se font du site sur lequel ils évoluent. Ils se rendent compte que ce n'est pas uniquement des vestiges et qui sont figés dans la période en question qu'ils étudient, mais bien que ces pierres ou ces vestiges, voilà, appartiennent à un territoire donné, un territoire qui est souvent habité, et que donc ces ruines continuent à vivre, et je veux dire, ils ont une perception de l'espace et de l'environnement qui intègre le présent. Enfin voilà, on se rend compte que les ruines font partie de la vie présente, et je pense que ça leur apporte aussi, voilà, un nouveau regard sur leurs matériaux, qui n'est pas uniquement un matériau de connaissance pour des périodes très reculées, mais qui peut se lire et qui doit aussi se lire sans hiérarchiser
les approches. Je veux dire, les archéologues n'ont pas le monopole du discours sur les ruines, pas le meilleur, mais se rendent compte que ces mêmes matériaux, voilà, peuvent faire l'objet d'analyses ou simplement de fréquentation de la part soit de chercheurs d'autres disciplines, soit tout simplement des gens qui habitent ou qui circulent autour de ces vestiges et qui leur sont familiers. Donc voilà, peut-être un rapprochement entre ces deux types de communautés, et d'ailleurs aussi l'aspect public qui a été évoqué, enfin hors scientifique, je pense qu'il se retrouve également dans ce trio, en l'occurrence, sur lequel je travaille. Merci. Merci beaucoup. Bon, je pense que c'est important qu'on discute tous ensemble et pas seulement tous les quatre. Donc la parole est ouverte. Alors, merci à tous les quatre. J'aurais deux choses par rapport à des questions que vous avez soulevées à partager ou disons, ça qui me sont venues. D'abord, sur ce que disait Clémentine dans deux directions, l'élargissement chronologique de ses recherches et ensuite la question de Wolf sur les aires culturelles. Il y a un cas qui m'est venu parce que enfin, l'intérêt pour les vestiges matériels du passé, ça existe dans le cas européen et en particulier en Italie au XVIe siècle, sauf que ce ne sont pas des archéologues, ce ne sont évidemment pas des archéologues avant la lettre, ni des précurseurs de l'archéologie, c'est des antiquaires, donc des érudits qui... Bon. Mais il y a un cas particulier dans la Rome du XVIe siècle, qui est très intéressant par rapport aux deux questions ensemble, c'est les obélisques. Puisque ces obélisques sont égyptiens. Et lorsque, c'est en 1585-6, lorsque le pape Sixte Quint de mémoire décide, ben voilà, je veux un de ces obélisques place Saint-Pierre. Donc il faut le déplacer. 400 mètres. Grande affaire. Parce que comment déplacer, ne serait-ce que de quelques mètres, un machin pareil, sans le détruire. Et c'est à ce moment-là qu'on fait appel à toute une série de gens qui sont des ingénieurs, bien sûr, qui montent des machines, ou enfin, qui proposent de monter des machines de tel ou tel type pour déjà coucher l'obélisque, puis ensuite le déplacer, puis ensuite le redresser. Mais parmi les gens qui sont consultés, il y a les antiquaires. Pourquoi ? Parce que ces gens-là sont capables de dire, par l'étude qu'ils ont fait des antiquités, comment les Romains, à l'époque, avaient fait pour transporter ça, non pas sur 400 mètres, mais depuis Alexandrie. Et donc, des connaissances livresques, mais des connaissances concrètes de gens qui sont allés voir les obélisques là où ils étaient, et puis on ramène des philologues parce que peut-être que les hiéroglyphes, il y a des trucs qui peuvent être dits à leur sujet. Donc tout ça, c'est là où on voit, premièrement, l'intérêt de sortir du carcan des arts culturels, parce qu'on est là à Rome et en Égypte en même temps. On est là au XVIe, mais à l'époque de Jules César aussi, dans un monde chrétien, mais avec des inscriptions qui, elles, on ne les comprend pas, mais on suppose que non. Dans une entreprise qui est politique, qui est urbaine. Enfin, tout ça d'un coup. Et donc, effectivement, on voit, par exemple, l'intérêt, avec toutes les faiblesses intellectuelles que ça peut avoir, de parler de savoir. Parce qu'au fond, là, il y a toute une série de trucs qui sont convoqués simultanément pour une opération qui mobilise des milliers de gens, parce qu'après, il faut la force de travail. Hein. On pense tout ce qu'on veut, et après, il faut que les gars s'y mettent pour traîner l'affaire. Donc, pour dire tout l'intérêt, justement, de ces déplacements que tu évoquais, en tout cas, à mes yeux, et ça m'a fait penser à cet épisode concret. Et puis, la deuxième chose, c'est autour de ce que, aussi bien Jacqueline qu'Isabelle évoquaient à leur tour sur les sciences sociales, les fragilités et les demandes. Alors je pense que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques semaines, sous l'injonction du gouvernement japonais,
au Japon, 26 universités ont supprimé les départements de sciences sociales. Parce que ce n'est pas utile. Donc voilà, maintenant, on vous donne du fric, vous faites des trucs utiles, les amis. C'est ça. Et donc, face à des choses pareilles, qui donc rendent compte d'une fragilité, effectivement, il y aurait, entre autres, probablement, deux démarches. Soit essayer de convaincre ces gens-là que, finalement, on est utile, selon leurs critères d'utilité. Ou alors, revendiquer l'inutilité selon les 10 critères et convaincre ces gens-là que l'utilité doit être financée. Que ce qui est inutile, encore une fois, dans des coordonnées qu'on peut ne pas partager, est quelque chose qui mérite quand même d'être financé, non pas pour satisfaire des attentes, non pas pour satisfaire des demandes, mais parce que, au fond, et on revient à l'espace Mendes France, il s'agit de culture. Et que les choix politiques peuvent être aussi, parce que c'est des choix politiques, hein. Après, il y a tout le reste qui vient derrière, mais là, en l'occurrence, c'est très clairement le cas. Est-ce que, politiquement, la culture au sens large, donc la culture scientifique, doit être intégrée dans des politiques publiques ou pas, sous prétexte que ce n'est pas utile. Enfin, il peut y avoir d'autres démarches, mais personnellement, je tiens beaucoup à la revendication de l'inutilité de notre affaire, selon les critères d'utilité à l'usage, et donc de la satisfaction de certaines demandes, bien ciblées d'ailleurs, en tant que demandes, et on peut songer à satisfaire d'autres demandes qui ne sont pas exprimées dans les mêmes termes. Bien, bonjour. Ma question concerne, est-ce qu'il est encore pertinent de distinguer une histoire des sciences sociales ? Je trouve que ça a pu, et vous l'avez rappelé Isabelle, que depuis les années 60, il y a eu une très très forte campagne et résistance des sciences humaines et sociales pour éviter d'être noyautés par la biologie ou d'autres. Mais quand je regarde ce qui se passe aujourd'hui, tant du côté de la psychologie cognitive que du côté des sciences cognitives ou de l'archéologie, puisqu'on en a longuement parlé, les 3/4 des budgets de l'archéologie, j'en sais quelque chose parce que j'ai siégé longtemps à l'IRC dans la commission Histoire, et les budgets d'archéologie, c'est pour de la big science, c'est-à-dire des campagnes de radioisotopes, de traitement ADN, de big data, etc. Donc l'archéologie est entièrement aujourd'hui travaille avec les sciences de la nature. Et le programme DIM, par exemple, Île-de-France, ça se passe au synchrotron, etc. Il y a des physiciens, des chimistes qui travaillent dans l'histoire de l'art, etc. Donc, arrêtons un petit peu ou quel est l'intérêt, je ne veux pas dire arrêtons, mais quel est l'intérêt encore aujourd'hui de revendiquer une spécificité des sciences humaines, et qu'est-ce que ça changerait d'accepter d'être ouvert à toutes les sciences, voilà. Juste peut-être pour répondre sur ce point, l'idée n'a jamais été de revendiquer la spécificité des sciences humaines et sociales. Jamais. Depuis le début de la Société française pour l'histoire des sciences de l'homme, l'idée a été de mettre la focale, la difficulté de savoir comment nommer l'affaire, sur un type de pratique savante qui ne faisait pas l'objet d'investigation par les historiens des sciences jusque-là. Et si on regarde même l'histoire des sciences et des savoirs publiée il y a 2 ans, il n'y a quasiment pas du tout de chapitre sur les sciences humaines et sociales.
Donc c'est quand même... Et dans les science studies, par exemple, la place, malgré tout ce que tu dis à très juste titre sur les emprunts, la fluidité, etc., il n'y a pas. La plupart des études sont au départ des ethnologies de laboratoire et après se concernent pour la plupart du temps des sciences dites dures. Bon. L'idée n'est pas de défendre un précaré. L'idée est au contraire de voir comment est-ce que certaines sciences de l'homme, l'archéologie, la psychologie, la géographie, etc., ont pu mobiliser des outils, etc., ont pu se concevoir comme des sciences de la nature, peuvent se concevoir. C'est pour ça qu'on avait fait, par exemple, un numéro sur les sciences de l'homme à l'âge du neurone, où on avait interrogé tous ces neuroX, neurohistoire, neuroéconomie, etc., etc. Donc l'idée n'est pas du tout, ni épistémologiquement, de défendre une spécificité, mais d'analyser historiquement comment certains ont pu soit revendiquer une spécificité, soit la remettre en cause, soit voir les effets de circulation, d'emprunt, de mobilisation, etc., pour des intérêts financiers. Alors, vis-à-vis de l'IRC, peut-être qu'il vaut mieux apparaître le plus proche possible des sciences de la nature et faire des analyses isotopes, parce qu'on sait que quelque part, ça va être rentable et qu'on a plus de chances d'avoir son projet ERC retenu. Ce qui n'est pas non plus parfois complètement déconnecté ou n'implique pas nécessairement par les mêmes acteurs que dans d'autres arènes, ils puissent valoriser la spécificité de l'archéologie, par exemple. L'archéologie me paraît un bon exemple, c'est-à-dire que autant on a un usage instrumental par certains archéologues, il ne faudrait pas généraliser, et Clémentine connaît l'affaire beaucoup mieux que moi, mais d'outils empruntés à des sciences de la nature, pour autant, ça ne veut pas dire que les archéologues se disent promoteurs des sciences de la nature ou chercheurs de sciences de la nature. Certains le disent, d'autres non, etc. Donc ça, c'est aussi le rapport complexe à l'objet, l'outil, et quel statut il a par rapport au questionnement, aux interrogations épistémologiques. Et puis la dernière chose que je voulais dire, c'est au contraire, une des choses qui nous intéresse, moi à titre personnel, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est justement le partage des savoirs. Est-ce qu'on fait un partage? Est-ce qu'on n'en fait pas? Est-ce qu'on organise? Comment est-ce qu'on fait les choses? Et cela, à la fois au sein des sciences et vis-à-vis des savoirs hors de ce qui canoniquement, traditionnellement est nommé science, que ce soit quand on sort des espaces traditionnellement occidentalo-centrés, parce qu'on veut s'intéresser par exemple aux mathématiques en Afrique à une époque où les mathématiques via la colonisation ne sont pas encore arrivées, soit parce qu'on veut s'intéresser à des rapports d'expertise, etc., etc. Donc je ne pense pas, l'idée enfin il me semble, mais tu me corriges, c'est Jacqueline qui connaît beaucoup mieux cette histoire que moi, mais je pense qu'aucun des acteurs de cette société d'abord, et puis de tous les gens qui travaillent là-dessus, n'a été de sauver le soldat sciences humaines ou de... Voilà. C'est pas du tout l'enjeu. Enfin, me semble-t-il. Oui, je pense que ce n'est pas du tout l'enjeu. Enfin, ça n'a pas été l'enjeu. L'idée aurait été plutôt de s'interroger sur l'histoire de ce partage, par exemple, ou des choses comme cela. Enfin, si on veut dire... Donc je ne crois pas. En revanche, il y a eu quand même, alors peut-être que je vais être un petit peu polémique là, mais quand même, le traité d'histoire des sciences publié au Seuil par Dominique Pestre, il parlait quasiment pas des sciences humaines, quasiment pas. Et le seul auteur qui était cité, c'était quand même extraordinaire, c'était Foucault. Il y avait Foucault et puis... c'est quand même étonnant. Bon, enfin, je ne veux pas dire, moi je ne veux pas défendre ce précaré, mais je veux dire simplement qu'il y a eu aussi, de la part des sciences dures, un certain mépris, enfin on va dire ça comme ça, ou même, enfin c'est peut-être un peu dur ce que je dis, mais en tous les cas, une certaine méconnaissance d'un domaine qui était quand même important et intéressant, me semble-t-il. Après, il n'est pas question de revendiquer une spécificité, parce que si on revendique une spécificité, on va retourner dans des enseignements plus disciplinaires. C'est-à-dire on va aller en sociologie, où il y a de l'histoire de la sociologie qui peut être
enseigner en psychologie, etc. Mais on ne sera pas justement dans ce qu'on essaye de mettre en place, c'est-à-dire quelque chose de plus interdisciplinaire, employant ce mot un peu bateau, mais simplement voilà. Oui, merci. La question de Bernadette, je crois, elle nous invitait à réfléchir à l'évolution aussi des modes de scientificité avec l'émergence de nouveaux types de sciences qu'on n'était pas habitué à appréhender quand on a étudié l'épistémologie, c'est-à-dire big science, voilà, des choses comme ça, et des nouveaux modes de circulation. En même temps, je crois que la séparation entre sciences humaines et sciences naturelles, je ne sais pas, elle persiste, non pas tant parce qu'il y aurait des revendications identitaires, mais on l'aperçoit bien quand on entend l'intervention précédente de Raphaël Mandresi qui soulignait l'inutilité. Moi, j'avais envie de dire, en réaction aussi à quelque chose que Isabelle a suggéré, c'est en fait, c'est pas le problème des sciences humaines et sociales, c'est pas leur inutilité revendiquée, assumée ou déplorée, c'est leur nocivité supposée en fait. Et c'est ici quelque chose qui est tout à fait spécifique des sciences humaines aux sciences humaines et sociales, c'est qu'elles sont considérées comme vectrices de relativisme. Relativisme non seulement épistémique, et notamment ici le travail d'un certain type d'études des sciences y a beaucoup contribué. Donc en fait, les études des sciences, elles entrent aussi dans le domaine des sciences humaines et sociales, on peut dire, de ce point de vue-là, au sens où il y a un travail offensif, déconstructif qui a été mené pour déloger les sciences de la nature de leurs privilèges épistémologiques. Ça, c'est le relativisme épistémique. Mais on entend bien que si Bernard Lahire écrit un livre pour la sociologie et contre la culture de l'excuse, c'est parce qu'il y a aussi le soupçon très fort d'un relativisme moral qui est insufflé par ces disciplines. Et c'est à ce défi-là, cette question de votre supposée nocivité, que vous devez aussi répondre. Et pas seulement l'inutilité, en fait. Bon, pour parler du présent, merci beaucoup à tous de votre intervention. Je vais un petit peu enfoncer des portes ouvertes. J'ai été très étonnée lors des manifestations, de ce qui passe aujourd'hui avec les Gilets jaunes, qu'on a beaucoup interrogé les chercheurs. Donc on a demandé à différents types de chercheurs de sciences de l'homme, qu'est-ce que vous en pensez, quelle est votre approche, etc. Voilà, bon, moi j'écoute France Culture, je lis les journaux. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont donné leur approche, qui était l'approche de leur discipline, de leur savoir, etc., contextualisée, savante. Mais c'est qu'après, on a interrogé sur leur scientificité. Et là, j'étais très étonnée. Je me suis dit, est-ce qu'on fait ça avec la science ? Là, on va interroger les sciences de l'homme sur leur scientificité, c'est-à-dire qu'on demande à des experts de réagir face au présent et d'être dans le présent, ce qui est complètement fou, parce que bon, là, il faut pouvoir réagir à ça à chaud, il faut voir ce qu'on entend en ce moment là-dessus à chaud, justement. Et après, on dit, bon, ben, on va analyser si l'analyse des sciences de l'homme, des expériences de l'homme sont bonnes. Donc là, je vous pose une question, réagissez dans le présent, s'il vous plaît. Moi, je peux répondre. Je voulais juste rebondir sur la question de l'utilité, nocivité des sciences sociales. Alors, en fait, il faut quand même peut-être se rappeler quand cette conjoncture contre les sciences sociales, etc., vient après une période où les sciences sociales ont tenu le haut du pavé. Les années 70, etc., les sciences sociales l'expertise des sciences sociales était reconnue dans beaucoup de domaines, l'urbanisme, la politique de la ville, en particulier la question scolaire, où c'était les sociologues qui étaient reconnus comme légitimes sur toute une série de problèmes sociaux ou de questions politiques. Et donc aujourd'hui, c'est une position évidemment de repli et en fait, mon premier réflexe aurait été de répondre, comme toi, Raphaël, de dire finalement, on n'a qu'à défendre l'inutilité des savoirs. Mais quand le regard que j'ai sur la période de Vichy, où les sciences sociales sont attaquées bien différemment, je ne fais pas du tout de parallèle, etc. Mais voilà, je suis plongée dedans. Donc, je veux dire, si la réponse est de dire, dans ce cas-là, on se replie dans chez soi et on continue quand même à faire notre science et on attend que ça passe. Et ce qui se passe en même temps, c'est que c'est pas simplement une lutte contre les sciences sociales, c'est que c'est une réorientation
des sciences sociales et une réinscription dans une nouvelle configuration interdisciplinaire de savoir de nouvelles sciences sociales. Et donc c'est pas du tout, on peut pas laisser de côté et faire comme s'il se passait rien et après revenir, quoi. Il y a un moment de reconfiguration des savoirs. Les sciences sociales ont continué sous Vichy à se développer, etc. Sauf que c'était des sciences sociales connectées bien plus à la biologie, qui devaient servir à une réforme de la société et de la morale, etc. Donc c'était ça, la psychologie s'est énormément développée, beaucoup plus en lien avec la biologie qu'auparavant, etc. Donc il y a quand même, c'est pas simplement... c'est contre un certain type de sciences sociales et pour la promotion d'un autre type de sciences sociales. Et je crois que là-dessus, l'histoire des sciences sociales, juste pour finir, aurait intérêt à créer un dialogue avec les sciences de la nature pour comprendre en fait les différentes configurations d'articulation entre sciences sociales et sciences de la nature et voir comment ça a bougé et comment ça s'est redéfini dans différentes périodes historiques en fonction de l'ancrage qu'elles pouvaient avoir et des liens qu'elles pouvaient avoir avec l'État. Parce que les années 60, c'est sûr, c'est une période où les sciences sociales sont reconnues dans tout ce qui est l'appareil de planification, etc. Quand on lit les rapports administratifs de ces années-là, on a l'impression que tous les hauts fonctionnaires sont marxistes. Donc on parle de classe sociale, etc. Donc c'est quand même un moment fort pour les sciences sociales. Et aujourd'hui, on est passé sur une autre articulation des savoirs au service toujours de technologies de gouvernement qui sont, alors moi je ne connais pas du tout assez bien la période, mais qui sont les neurosciences, la psychologie cognitive, une certaine forme de sociologie quand même, etc. Oui, je voudrais juste rappeler quand même, parce que j'étais un peu étonnée que Lahire soit cité. Parce que moi, sur les rêves, je dois dire que je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Non, mais il cherche à faire une domination sur les rêves quand même. Et je ne suis pas du tout d'accord quand il dit que lui, il fait un truc transhistorique sur les rêves. Or, moi, bon... non, mais je veux dire, parce qu'il faut savoir que quand même, il y a une volonté hégémonique d'une certaine sociologie post-bourdieusienne qu'il faudrait aussi remettre en cause. Excusez-moi de le dire un peu brutalement et de façon polémique, mais c'est vrai que moi, ça me hérisse le poil, le livre de Lahire. Puis en plus de ça, nous... sur les rêves. Oui. Sur les rêves. Et nous, qui travaillons depuis longtemps quand même sur, je dirais, l'aspect social des rêves, je ne suis pas la seule, il y a des historiens et des anthropologues, se faire traiter de relativiste par un sociologue qui arrive comme ça et qui nous donne la bonne parole, j'avoue que ça, c'est assez énervant. Et c'est quand même un symptôme, je pense, ce livre. C'est un symptôme d'une certaine sociologie post-bourdieusienne dont qu'il faudrait vraiment interroger. Excusez-moi d'être polémique. Ouais, peut-être juste pour rebondir là-dessus très rapidement, je crois qu'il y a toujours eu une volonté d'unifier, toujours. Au XXe siècle, il y a quand même une histoire des tentatives d'unification des différentes sciences sociales. Alors, au moment de Durkheim, c'est sous la houlette il y a aussi un projet impérialiste durkheimien. Au moment des annales, en tout cas la première génération, il y a une volonté de l'histoire de reprendre en main et de dominer, de réorganiser les sciences sociales sous la houlette de l'histoire. Et ça marche. Je veux dire, voilà. Bourdieu a également eu ce projet-là, cette ambition. Je pense que les historiens ne se sont jamais ralliés. Je ne crois pas que depuis la seconde moitié du XXe siècle, les logiques disciplinaires ont été telles que même s'il y a des projets et des volontés impérialistes de certains courants, ça ne fonctionne pas. Par contre, il y a toujours des tensions sur, parce que je disais en histoire des sciences de l'homme, sur les modes de contextualisation, la façon dont on aborde, etc. Mais par exemple, il peut y avoir débat. Et concernant Lahire, par exemple, je suis désolée de parler des rêves, mais franchement, c'est une histoire des sciences de l'homme, une histoire des sciences qui est totalement progressiste, vous voyez. Il y a un progrès jusqu'à la conception des rêves actuels, et bien sûr, ce progrès... voilà. Et par ailleurs, il y a une alliance avec les sciences cognitives aussi, hein. Donc c'est ça. Non, je veux dire que c'est peut-être un épiphénomène français et je vais peut-être pas trop retenir cela, mais ça me paraît simplement important. Et ce que je voulais rappeler aussi, c'est que concernant le marxisme, il y a Foucault aussi qui disait, en parlant de la fonction d'auteur, qui disait qu'il y avait deux auteurs qui étaient plus que des auteurs, et ça c'est quand même intéressant. Quand il parlait, c'est Marx et Freud. Ouais, on le mettait il le mettait presque hors histoire, si j'ose dire. Il les mettait hors histoire. C'était intéressant. Enfin non, c'est juste une petite remarque. Alors, il faut qu'on conclue, je crois.
Juste par rapport... merci Jacqueline de réagir comme ça. Moi, j'adore ce genre de... Non, mais vraiment, c'est pas vraiment sincère. Non, pas par rapport à l'AIR. Moi, je ne connais pas le monsieur particulièrement, donc c'est pas mon affaire, le contenu. Mais sinon, juste pour une précision, cette affaire d'utilité ou d'inutilité, moi, je ne préconise pas une posture défensive. L'inutilité, c'est une démarche offensive quand on la revendique, à mes yeux. Hein. Ça, un premier point. Un deuxième point, sur ces questions-là, et par rapport à ce que Thierry disait sur la nocivité, voyons aussi ce qui se passe. Là, j'évoquais le Japon, mais ça reste gentil au Japon. Parce que si on voit ce qui se passe au Brésil, là, on est dans les menaces de mort et dans les destitutions sommaires. Donc, je veux dire que les considérations que l'on peut faire sur l'état de la situation autour de nous, dans notre environnement immédiat, n'est peut-être pas totalement positive et réjouissante, mais sachant qu'ailleurs, ça se passe vraiment mal pour tout un tas de gens, du fait d'être suspectés, je reviens à la nocivité, de faire des sciences gauchisantes. Hein? Juste, voilà. Il suffit d'être anthropologue pour être un dangereux gauchisant, donc indésirable, donc dehors, donc si on se promène dans la rue, on risque de prendre une balle. Voilà. Oui, si je peux me permettre, effectivement, enfin, le texte de l'AIR en question que tu mentionnais, de Isabelle, c'est ce texte d'intervention en réaction, pour situer, au discours de Valls, Manuel Valls, lorsqu'il était Premier ministre et qu'il fait cette déclaration selon laquelle les sciences sociales défendent une culture de l'excuse, voilà, sous prétexte d'expliquer. Donc en gros, expliquer, c'est justifier. Ce raisonnement fallacieux qu'on entend régulièrement, y compris sur France Culture d'ailleurs, il n'y a qu'à écouter Finkielkraut le samedi matin, c'est son ancienne depuis 30 ans je crois. Et je voulais revenir sur ce que tu disais sur cette question des gilets jaunes. Je pense que ce serait un magnifique objet d'analyse d'histoire des sciences de l'homme, c'est-à-dire de voir comment, dans ce moment, on a des acteurs très différents qui interviennent. Alors, il y a les gilets jaunes, il y a les soi-disant représentants, il y a l'État, et puis il y a des experts. Alors, et puis on peut les nommer de manière différente. Est-ce que ce sont des auteurs de... Et là, on a déjà les 2 premiers livres qui sont sortis sur les gilets jaunes analysés par les sciences de l'homme cette semaine. Le Seuil en a sorti un, et puis je ne sais plus quel autre éditeur, etc. Donc ça va vite. Et en plus, toute la machine éditoriale qui doit tourner vite parce qu'il y a potentiellement du public. Là, voilà. Il faut qu'on nous élucide ce mouvement, donc on ne comprend pas les coordonnées. Et là, je pense que ce serait un superbe objet, histoire de sciences de l'homme, peut-être un peu brûlant, un peu fait dans l'immédiat, histoire immédiate, je ne sais quoi. Mais il y aurait vraiment beaucoup de choses, type enquête collective, qui pourraient être montées, vraiment intéressant. Où, effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis. Et à la fin, on dit, oui, mais au fait, votre scientificité, elle est prouvée. Et là, ça, je pense que c'est très intéressant, y compris, ou particulièrement, à l'époque des fake news, où les gens disent « Ah oui, vous dites ça, ah mais c'est votre avis. » Ça, c'est votre avis. Donc, il n'y a que des avis et il n'y a plus d'analyse, plus de fondement de justification des énoncés, etc., etc. Donc là, je pense que tu as mis le doigt sur, pour moi, un magnifique objet d'histoire de sciences de l'homme et au sens le plus extensif, c'est-à-dire que, à mon avis, il n'y aura pas que des sciences de l'homme là-dedans. On va aussi demander à Étienne Klein son avis, donc ça va, les physiciens seront aussi dans l'affaire. Bon, allez-y alors. Okay, on va faire un numéro gilet jaune.